ça c'est sans doute différent d'un agriculteur à l'autre, mais à notre niveau, enfin au mien en tout cas, on essaye de... Notre objectif, nous, c'est de les baisser au maximum. Bien sûr. Oui. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on arrive à faire des choses. Par exemple, sur une culture de maïs, bon, on est passé, à une époque, on a plusieurs hectares de désherbant, et maintenant on arrive à des toutes petites doses de 0,10, 0,20 litres à l'hectare. Toute petite dose. Et par contre, on sait que pour que ça fonctionne, eh ben, il y a des comment, il y a de la, là c'est il y a de la technique quoi. Il faut prendre les plantules à peine visibles à l'œil nu. Si on attend que plus elles se développent, plus elles s'enracinent, plus elles sont difficiles à détruire. Plus il a besoin d'enfants. Voilà, donc c'est un cercle vicieux. Alors ça veut dire qu'il faut être très observateur, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut tenir compte du taux d'hygrométrie, enfin du vent, etc. Donc il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte qui font que c'est un peu plus compliqué. Et puis lutter contre la monoculture. Oui, alors bien sûr, là, les intrants étaient aussi de pair avec l'installation de la monoculture. C'est tout le débat. oui, oui. Hein, Donc on retourne sur l'agronomie et la cohérence du système. Il faut revenir plus à l'équilibre des systèmes. Alors chez nous, on est bouffé par la pyrale, oui. on a la chrysomèle, on a tous les vous parlez des ravageurs, on a tous les fléaux, et on se retrouve avec des épandages en hélicoptère, les vers s'en sont mêlés. Et il y a une incompréhension de la alors moi, population. Il a fallu sauver tous nos maïs. Dans l'idéal, on a eu un été comme ça terrible, hein, avec des sous-préfets qui se faisaient engueuler de partout. Tout à fait au champ. On ne sortait même plus, tellement ça Dans sentait. l'idéal, on pourrait rêver, mais pour que ça fonctionne bien, il faudrait que l'élevage soit réparti équitablement sur le territoire, plutôt que de se concentrer en Bretagne. Le problème, c'est que... Personne n'en veut plus des cochons. Mais non, mais Chez nous. le boulot, il est là. Il est plus que dans les cultures. Et tout le monde a une bonne côtelette dans le Ouais. Elle n'est pas chère. Polonaise maintenant. Bah oui, mais si c'est pas cher. Ou est-allemande. Oui, voilà. Donc, alors Avec que des faire? emplois à 6 € de l'heure. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc on essaye de faire, il faut bien que nous on essaye d'exister en attendant. Mais c'est vrai qu'idéalement, mieux ce serait réparti, moins on aurait de problèmes à gérer, ça c'est sûr. Ceci dit, on voit bien, même chez nous, même en Bretagne, à chaque fois que les structures vont s'agrandir, dès qu'on va arriver à une certaine taille d'exploitation, l'élevage sera menant. Alors justement, moi j'ai une question à vous poser. Où vous en êtes des extensions de la taille des exploitations? Parce que je vois qu'il y a des mouvements de concentration très forts dans certaines régions. Et là, vous voyez, vous avez des exploitations à taille humaine qui renvoient à l'image de... C'est des petits. Vous êtes des petits. Ouais, pour la région, Alors, non. Pour la région, non. Mais Bah, je sais pas, je Combien la sais pas moyenne comment. du département? Je sais pas, je me renseigne. C'est combien la moyenne 50 hectares. sur le département? C'est quand même pas beaucoup. On a un département laitier. Non, c'est pour ça qu'on fait de l'élevage. Ouais, on pourrait se mettre au soleil. Oui, y compris sous la gauche pour le ministère, hein, parce que bon, c'était la FNSEA était puissante, et donc on voulait pas trop de conflits, etc. Et la particularité un peu du mouvement climat, enfin bon, je pense que c'est au niveau des responsables, c'est qu'en fait on a toujours souhaité à ce que l'ensemble des agriculteurs, dans leur diversité, puissent travailler ensemble. Quelle que soit leur origine, leur mouvement politique. Mais du coup, et syndical, ouais. Et on n'a jamais été trop, enfin je veux dire, inféodé à, même s'il y a forcément des agriculteurs du syndicat majoritaire, on n'aime pas qu'ils viennent nous dire comment il faut faire, quoi. Donc on aime bien avoir notre indépendance. Et donc, c'est clair. Et du coup, ça a permis à des responsables qui n'auraient peut-être pas existé dans le mouvement majoritaire, d'exister dans un mouvement climat. Et du coup, c'est allé bien au-delà du simple matériel. Il y a toute une réflexion sur l'emploi, la gestion, etc. Il y a tout un travail de fait qui est à côté, qui est significatif. Alors, bon, qu'est-ce que ça va devenir maintenant, je ne sais pas. C'est vrai qu'après, il y a eu toute la décentralisation, donc chaque région, chaque département fait un peu sa soupe comme il l'entend. Donc, ça, c'est son choix. Mais par contre, ce qui me paraît important, c'est qu'au moment de l'installation, il a une vision exacte de sa situation et qu'il puisse se projeter. Et en fait, ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on en revient au système de la fiscalisation.
la majeure partie des anciens qui ont une exploitation à céder, ils ont fait de la défi en fin de carrière parce qu'ils avaient gagné un peu plus de sous qu'au début, et tant mieux pour eux. Et donc du coup ils avaient acheté un peu de matériel, et bien, il faut bien leur vendre quand on l'a acheté. Et donc personne n'ose trop. Et du coup dans le nouveau PAD ça va disparaître. Et puis, donc je ne fais pas d'illusions. Donc tant qu'on a, c'est des volontés politiques fortes. Quand le message est clair, on sait où on va, et ça ne me paraît pas acquis. Donc j'ai des doutes pour l'avenir. Et vous, jeune homme? J'ai une petite chose qui viennent, c'est la définition du mot CUMA. Enfin, CUMA regroupe beaucoup de choses. Il y a deux sortes de CUMA en fait, je pense, au département. Et on s'en rend compte, il y a les CUMA comme la nôtre, c'est des CUMA qu'on est employeur de main-d'œuvre, on a 2, on a 3 salariés à faire vivre. On est un groupe d'exploitants qui sont intégrés complètement dans la CUMA et qui font travailler les salariés. Il y a d'autres structures qui sont mises, qui s'appellent CUMA mais qui ne devraient pas s'appeler CUMA, qui sont des copropriétés où 2 ou 3 grosses exploitations s'achètent du matériel, bénéficient des prêts bonifiés par le nom CUMA auprès des services publics, et en fait qui ne sont pas tous des CUMA, qui n'emploient pas de main-d'œuvre. Et celles-là vont nous faire beaucoup de tort à mon avis, dans la survie de l'autre, parce que je pense que nous on n'arrive pas à trouver d'adhérents, parce que certaines exploitations rejoignent ce genre de CUMA, et ils ne viennent plus ici, parce qu'ici on a des montants de capitaux à l'adhésion qui sont peut-être plus importants, et on a une façon de travailler peut-être où ils se sentent plus contraints, où l'engagement est plus difficile, parce que quand on s'engage dans une structure comme la nôtre, eh ben, on est presque obligé de jouer le jeu, il faut continuer, les salariés sont là, il faut s'en servir, le matériel ben, il est là, et c'est pas rien, on peut pas le revendre du jour au lendemain. Et je trouve qu'il devrait y avoir 2 sortes de CUMA et des aides peut-être diverses entre les petites CUMA et les grosses CUMA. Oui, plus l'intégration est poussée, plus on vous aide. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Voilà, on ne c'est ça, trouve pas de nouveaux adhérents ouais. parce que quand on va au démarché, certains, ça m'arrive de le faire, et ils se sentent un petit peu embrigadés par le système, ils rentrent dans un système où ils sont plus complètement libres, une fois qu'ils sont engagés, ils font plus leur arrière, quoi. Ils n'ont plus la liberté d'aller chercher un entrepreneur pour la CUMA. C'est comme ça, c'est un choix, hein, il faut le faire, mais un jeune qui s'installe, il a du mal à le faire, il prend du temps, et puis quand il a été voir un petit peu ailleurs, ben, il a bien sa liberté, son autonomie aussi. Et notre système est quand même assez Quand rigide. ça bouge tout le temps, ça a des limites aussi pour tout le monde d'ailleurs. Le gars qui change dans l'arrêt, un coup il va là, un coup il va là. Ah oui, c'est mais- perturbant pour tout le monde. Il y a une stabilité, ça permet de voir un peu à plus long terme. Il y a un pas à faire quand même à l'installation qui est pas si simple que ça pour un jeune qui s'installe, de faire le choix que je vais travailler avec la CUMA, parce qu'ici on propose tous les matériels, enfin tout peut être fait avec la CUMA. Donc il y a certains qui veulent se réserver certaines activités et qui préfèrent aller dans des CUMA de plus petite taille, sans chauffeur, sans automoteur, et garder certains travaux pour l'extérieur. Ça se voit de plus en plus, on a du mal à avoir des gens intégrés, et donc des responsables, des gens qui s'impliquent dans la CUMA et qui la font vivre, parce que ça paraît tout simple comme c'est aujourd'hui, mais en fait sur une quinzaine d'adhérents qu'on est, et encore 15 plus généreux, on n'est que 2, 3 à vraiment s'impliquer à la faire fonctionner. Et je pense que la pérennité de la... Complètement, ou des gens qui n'ont pas envie de s'investir. Alors, et donc, en face de toi, tu n'as pas grand monde, tu as des gros acheteurs, et donc si tu n'as pas la capacité à répondre, il y a quand même une différence fondamentale entre une coopérative et un industriel, si tu veux, c'est que la coopérative, c'est quand même, elle a un territoire. Il y a des capitaux, il y a du capital social des adhérents. C'est pas délocalisable. C'est pas banal. Hein. L'argent, l'argent qui est investi là, il est transmis de génération en génération. C'est comme dans la CUMA. Hein. Toutes les aides qui viennent, elles ne servent jamais au bénéfice de quelqu'un. Elle est immobilisée à la CUMA et ce qu'on a donné à un moment donné, c'est transmis à la génération d'après. Donc en termes d'utilisation de l'argent public, je trouve que ça, c'est pas banal, quoi. Donc il y a quand même des différences, si tu veux. Alors je dis pas que c'est simple, on reste tous de la petite coopérative de proximité, etc. Mais n'empêche qu'en face de toi, tu as Leclerc ou comme machin, et donc forcément, il faut que tout le monde joue son rôle, quoi. Alors c'est vrai qu'on a des fois des divergences entre des très grosses coopératives et des coopératives, ça c'est évident. Il nous faut des fois pas de cadeaux. Mais d'abord, peut-être, il faut se souvenir de ce qu'a été les débuts de la mécanisation après-guerre. Les générations de vos grands-parents. Je peux vous raconter ça. En 1948, les Français avaient encore faim, et 46-47, ils sortirent de la guerre, ils avaient faim, et la France agricole produisait moins qu'en 1930. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une chute de la production agricole. Et le plan Marshall, les petits Massey Ferguson ou les John Deere, les petits tracteurs rouges qu'ils ont amenés dans leurs camions, dans leur paquebot pour aider l'Europe occidentale à se sortir, éviter les émeutes de la faim, parce qu'ils avaient peur du communisme. Donc en fait, c'est ça le plan Marshall, c'était éviter. Les CUMA ensuite qui sont arrivés, qui étaient une conquête du monde agricole, c'était d'abord organiser la mécanisation
faible coût pour des petits paysans qui n'avaient pas les moyens de s'organiser et qui devaient aussi être plus productifs. Donc c'est d'abord une conquête du monde agricole. Et aujourd'hui, la situation, même si les exploitations sont plus grosses, il y a plus de capital, même si beaucoup culturellement se vivent comme des chefs d'entreprise, il n'empêche que le marché, maintenant, il est encore plus grand. Il est mondial et il est toujours aussi petit, le paysan, même s'il a des grosses exploitations, des gros tracteurs, des grosses ambitions. Il est toujours aussi petit par rapport aux enjeux des marchés. Et donc l'union reste le moyen d'obtenir la force. C'est pour ça que, pour moi, les CUMA ont toujours un avenir. Peut-être qu'elles vont évoluer en fonction des besoins des uns et des autres. Mais c'est pour ça que je vous posais la question de l'évolution de la taille des exploitations. Parce que nous, on a les grosses CUMA en rapport avec les grosses exploitations. Parce que nous, on est partout quand même. On passe maintenant souvent, même dans l'élevage, les 300 hectares, des centaines de têtes. C'est même énorme. C'est même presque inhumain dans la vie quotidienne des agriculteurs. C'est dur. C'est dur. Ils ont même des robots maintenant de la traite. Ouais. Il y a des évolutions qui sont inévitables. Nous, on a déjà pratiqué une qui finalement reflète bien ça. C'est que lorsqu'on avait des amphibios comme ça, elles faisaient face au travail qu'on avait à faire. Et tout d'un coup, quand il faut les renouveler, les machines sont plus performantes, elles sont beaucoup plus chères. On arrive quasiment à 300 000 €. Là. Ça vaut une bestiole comme ça. Vaut 300 000 €. Et donc, c'est pas rien. Et donc du coup, on n'a presque plus les surfaces suffisantes pour les amortir. Et du coup, on a essayé de réfléchir comment on pouvait faire. Et en fait, on s'est allié avec, on est allié 5 CUMA maintenant sur le département. Donc il y en a 3 un peu au sud et 2 au nord. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on monte encore plus haut pour pouvoir gérer ensemble un parc de matériel. Et on fait déplacer les machines selon le climat, en fonction des décalages. On bénéficie de 15 jours. Alors, ce qui est intelligent, malgré tout. C'est pas toujours facile à gérer, mais il n'empêche qu'on est obligé d'évoluer en fonction des capacités des machines. Malgré tout, la taille des machines est là, le débit est là. Et moins un passe d'heure dans le garage, Vous êtes très puissant, monsieur le vice-président de l'agriculture. Parfois même le banquets, président. ça existait une fois. Le banquet de l'agriculture politique, c'est intéressant. Les notables de l'agriculture. Bon, pas les notables, non, de ceux qui défendent l'agriculture. Oui, exactement. On a la force, la chance d'avoir 3000 coopératives en France, qui représentent des centaines et des centaines de marques. Régilet, Dossi, je ne vous parle même pas des caves à vin, des vignobles. On en a dans toutes nos régions viticoles, nous. Dans tous les domaines, Banette, vous pouvez avoir la liste des coopératives. C'est une force de frappe, mais c'est quand même des coopératives qui sont en difficulté par rapport au secteur de la distribution. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à peser. Donc moi, je discutais hier, d'ailleurs, à Télévision Agricole, avec le président des coopératives de France, Mangin, qui lui a une coopérative de blé dans la Meuse. Et on a fait une émission qui va être sur TV Agri, c'est la télévision des agriculteurs, sur le net. Et je lui disais, mais il faut défendre l'idée d'une coopérative, des coopératives, pour pouvoir être fort par rapport au système qui vole la valeur et ne la redonne pas aux consommateurs. Il y a un problème d'identification, parce qu'en fait, qu'est-ce qui dit que Régilet c'est une coopérative? Rien. Il faut le savoir, c'est tout. Donc finalement, on ne l'achète pas parce que c'est une coopérative. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas décidé d'en faire un argument commercial. J'ai suggéré à COP de France Ouest l'autre jour de mettre un logo COP de France sur tous les produits de coopérative. Mais finalement, ça ne semblait pas si simple que ça. Moi, je leur ai dit, vous devriez, car dans les grands projets de la gauche, c'est de faire une grande loi de la coopération qui va aider fiscalement, politiquement, les collectivités locales à investir, à être présents dans la fédération des idées, des moyens et des projets sur les territoires, puisque c'est le meilleur moyen de défendre d'abord des produits, des centres de décision, c'est-à-dire que les centres de décision, ils ne partiront jamais. On sait que personne ne pourra acheter tant d'hectares ou une coopérative pour pouvoir la faire tourner en bourse. Ça, on sait que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça appartient aux gens qui sont les producteurs. Voilà. Mais ça, c'est énorme comme valeur. C'est énorme comme valeur. Bon, donc il faut les défendre. Donc, il y a un moment, il y a la question de savoir comment vous valorisez tous ces efforts-là. Ils ne sont pas valorisés. Dans un monde où la proximité devient une valeur montante, où la confiance dans les produits agricoles est écornée, puisque les marques font écran, les marques
empêche d'avoir confiance dans le produit, puisque c'est plus l'agriculteur qu'on connaît à qui on achète sa viande ou son produit, mais on l'achète à une marque et transformé dans des endroits où on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas qui sont les agriculteurs derrière. Donc évidemment, cette perte de confiance, on peut la reconstituer par la coopération. Donc c'est un outil économique et même commercial. En plus, c'est un outil économique de maintien de l'emploi, de l'activité et de la force de négociation par rapport à un secteur que les politiques ont laissé prendre trop de pouvoir dans le rapport économique. Toute la revendication de la FNSEA sur la distribution est très juste, sauf que ceux qui font les lois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, à chaque fois on n'a jamais réussi à les contraindre. On a un secteur de la distribution qui est beaucoup plus cher en France pour le consommateur et qui paye beaucoup moins les producteurs. Et ça marche autant dans l'industrie comme dans l'agriculture. Avec de toute façon, dès qu'on supprime un truc, ils réinventent autre chose pour toucher un peu de sous. Regardez Carrefour, il faut donner des noms, moi je trouve que c'est mieux, parce qu'au moins on comprend. Carrefour distribue des dividendes à ses actionnaires dans des proportions démentielles. Regardez comment ils payent ses salariés, ses caissières et manutentionnaires. Les augmentations sont d'ailleurs à un tel point, j'ai dit une fois à la télévision, j'ai eu quand même une lettre du PDG de Carrefour qui m'a dit il faut que je vous voie. Je dis d'accord, venez me voir. Il m'a expliqué, il m'a dit vous aviez raison, c'est vrai ce qui est dans votre lettre. Parce que j'avais dit que en effet il y avait des proportions déséquilibrées. Hein. C'est-à-dire surrémunération du capital, surrémunération des producteurs, des salariés, tous ceux qui participent à la richesse. Donc le système de distribution est trop puissant. Donc il va falloir certainement le démanteler. Si vous voulez que l'économie puisse recommencer à respirer. Ils sont 5 enseignes en France. Puis on va demander à la coopération de s'unir et on va vous donner des aides pour le faire, fiscales notamment. Voilà. Et vous devriez faire la coopérative des coopératives et faire votre magasin de détail, de nourriture. Voilà. C'est ça que vous devez faire. Je l'ai dit au président des COP de France. Et on vous aidera. Oui, non, mais il y a comment. Il y a des leviers. Et il faudra le faire dans l'industrie aussi, pour garder nos centres de décision, garder notre industrie, notre production. Sinon, on sera capté notre valeur par les financiers. C'est très difficile quand même, parce que là, vous parlez de la production de masse, mais on vient juste de démarrer sur une installation qu'on a fait avec mon épouse, une production pour le direct. En fait, on a décidé de transformer une partie du lait de notre exploitation en crème glacée et en sorbet, et de faire de la vente directe sur l'exploitation. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on était sur un marché saisonnier, où il fallait qu'on arrive malgré tout pour payer les investissements qu'on avait engendré la transformation, à aller démarcher la grande distribution, différents points de revente. Quoi. Et en fait, on se rend bien compte que mettre en place des associations de producteurs, parce qu'en fait, seul face à la grande distribution, on n'est rien. On n'est même pas écouté. Certains vont nous inviter pour faire des dégustations, veulent bien référencer nos produits, mais on voit bien qu'on n'est pas grand-chose. Et créer des associations de producteurs, c'est très compliqué. En fait, c'est exactement pareil que des climats. Il faut des bénévoles, des gens qui s'investissent. Et puis en fait, ces gens qui s'investissent, ils laissent le travail sur l'exploitation et n'arrivent pas à... C'est pas rémunérateur, quoi. Et c'était très 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 difficile. Alors quand je vois qu'il faut passer à une autre échelle, ça veut dire que ça ne va plus être les agriculteurs qui vont avoir leurs produits entre les mains. Ça va repartir dans les mains d'autres intermédiaires encore, quoi. Et on va arriver sans doute au même point. Je ne pense pas, parce que les coopératives, c'est les agriculteurs. On a un exemple agricole, ça fonctionne bien, la ferme sur le marché, tout ça. Ils vont directement sur le marché local, oui. Ça veut dire. Et ils s'en vont aussi dans les restaurants, dans les grosses Il y a quelques petites places à prendre qu'il faut prendre, mais c'est pas gagné pour tout.